Nous, on va passer à la preview suivante, la preview des Chicago Bulls. Et je vais pouvoir partager l'écran et mettre les Bulls. Ah voilà, vous avez entendu la satisfaction de Jérémy qui se frotte les mains de pouvoir parler de ces Bulls aussi. Puisque ça fait partie de ses chouchous. Et on ne lui en veut pas parce qu'effectivement, on va voir que, bon, personnellement, moi aussi, je suis enthousiaste et il y a des choses à dire sur ces Bulls. Des Bulls qui, la saison passée, alors on peut le dire encore plus maintenant avec tous les moves qui y a eu lieu à l'intersaison, qui était peut-être en fait en train de vivre une saison de transition avec des résultats peut-être moindres, mais derrière un Zach LaVine incandescent qui vraiment a élevé son niveau de jeu pour peut-être devenir un des arrières les plus en vue de la ligue. Tu as écrit au cours de la saison un article sur Zach LaVine, Zach a dit LaVine superstar, que je vous invite à aller voir parce qu'il détaillait vraiment la progression offensive de l'arrière des Bulls, et je le mets dans le chat pour que vous puissiez y avoir accès. Tu peux un petit peu nous parler de cette progression de LaVine en introduction quand même, ce serait bête de se priver de ce plaisir. Ouais. Alors, déjà, merci à Val pour ce titre, hein. Je tiens à le dire, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Et ensuite, bah, Zach LaVine. Alors, déjà, cet article, il est sorti au bon moment parce qu'il était complètement incandescent. C'était un petit peu avant la trade deadline. Ensuite, il y a eu la trade deadline. Il s'est un petit peu blessé. La seconde partie de saison était excellente, mais moins excellente. Alors, que dire de Zach LaVine? Bon, on le connaissait comme un joueur de pénétration, un vrai slasher capable de dunker, connu notamment pour ses participations au dunk contest, mais voilà, comme un joueur capable d'aller vers l'arceau et de faire très mal. La vérité, c'est que Zach LaVine, c'est pas que ça. Zach LaVine, c'est un shooter exceptionnel. On le savait déjà depuis quelques années. À 3 points, il peut tirer d'à peu près n'importe où. Et il avait commencé à opérer un virage il y a 2 ans de joueurs qui peut pull-up à 3 points. Il avait inversé le nombre de pull-up à 2 points avec le nombre de pull-up à 3 points et il était excellent déjà dans ce registre. Et l'an dernier, dans sa première partie de saison notamment, et la deuxième partie aussi, mais dans une moindre mesure, il a complètement explosé en fait aux 3 niveaux. C'est-à-dire que il est devenu élite dans la finition, dans la raquette, alors qu'il n'était pas encore jusque-là. Il était dans les très bons, mais pas dans l'élite. Il est devenu élite à mi-distance, ce qu'il n'était pas du tout auparavant. C'est-à-dire qu'il est passé d'un joueur moyen moins à mi-distance à un joueur qui rentrait absolument tout. Et puis il a continué de prendre de plus en plus de pull-up à 3 points, de tirs à 3 points sur la tête de tout le monde. Et il est capable de les rentrer, et ce qui fait de lui, euh, à l'arrière, probablement le scoreur le plus létal de la saison passée. Ce qui, mine de rien, est assez énorme. Il a progressé au playmaking et il n'avait pas eu le choix en fait, hein, parce que l'année dernière, bah, il y avait plus vraiment de soutien à la main. Ils ont tenté le pari Kobe White en tant que meneur titulaire, ça n'a pas marché du tout. Donc Zach LaVine est devenu vraiment la principale source de création de Chicago. Il a porté ça comme il a pu. Comme tu le disais en introduction tout à l'heure, ça lui a coûté cher physiquement ou des fois en fin de match, on sentait qu'il était un petit peu rincé. Il faisait d'excellents clutches, c'est-à-dire qu'il était très bon dans les 5 dernières minutes de match quand c'était serré, mais il avait tendance à devenir, à manquer de lucidité généralement dans les dernières possessions, ce qui fait qu'il était capable de tenir les Bulls dans le match et ensuite de jeter complètement la dernière possession. Ce qui est dommage parce que ses efforts étaient absolument exceptionnels et que tous les progrès qu'il a affichés en tant que scoreur, font de lui pour moi, voilà, un des arrières, si ce n'est de l'arrière à suivre actuellement en NBA. C'est spectaculaire, c'est efficace, c'est rare parce que c'est un scoreur aux 3 niveaux. Donc voilà, clairement Zach LaVine, il a passé un cap la saison passée, et bah, derrière, ça aide à attirer du monde pour jouer avec lui, comme on l'a vu dans les mois à venir. Parfait, c'était un parfait résumé, je pense, de ce qu'on a pu voir de la part de l'arrière des Bulls. Euh, qui malgré tout était un petit peu esselé et n'a pas à lui seul réussi à porter cette franchise jusqu'au play-in. La faute, mais on va y revenir, à un manque de playmaking global dans cette équipe, un manque à la main assez flagrant. Également des fins de match qui, voilà, que tu le disais, ont coûté puisque il était seul à pouvoir se porter l'équipe à ces moments-là et il s'isolait un petit peu et ça ne suffisait parfois pas, même rarement.
Et c'est pas pour enlever à sa qualité. Mais l'intérêt, comme je le disais en intro, était peut-être ailleurs pour ces Bulls-là. Que ce soit à la trade deadline ou cet été, le ménage de Karnisovas sur le terrain, avant tout, avec beaucoup de joueurs, beaucoup de départs, de changements. D'ailleurs, je vais pouvoir vous mettre le 5 majeur attendu cette saison, et on voit beaucoup de moves, beaucoup de départs. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Jérémy? Ouais. Alors, bah déjà, il y a un grand chantier qui avait commencé à l'arrivée d'Arturas Karnisovas. Il est arrivé un petit peu avant la bulle, il me semble, donc en 2020. Il avait commencé à revoir l'organigramme en fond en comble de la franchise. Il avait redynamisé et remodernisé le scouting de la franchise qui était resté un petit peu aux années 90-2000. Euh, En plus de ça, il avait commencé à se dire que pour Jim Boylan, il était temps de passer à autre chose, hein. Donc il est allé chercher Billy Donovan et finalement des joueurs qui étaient présents au moment de son arrivée, il n'en reste que deux, il ne reste que Kobe White et Zach LaVine, et puis tout le reste a bougé. Alors ça a commencé à la trade deadline la saison passée où on a vu Nicolas Vucevic débarquer. Euh, Ça avait coûté Wendell Carter Jr. Euh, Ça avait coûté quelques role-players. On avait vu Troy Brown aussi arriver. Euh, et puis voilà, cet été, on a enfin des playmakers et des meneurs à Chicago. Donc on a Lonzo Ball, on a Alex Caruso qui débarque, donc deux très grosses arrivées, hein. Lonzo Ball, excellent créateur sur transition, très gros meneur. Euh, Alex Caruso, le grand complément de LeBron James chez les Lakers, joueur probablement encore sous-estimé aujourd'hui par son intelligence de jeu, par le fait qu'il fasse absolument tout bien sur un terrain. Et puis Demar DeRozan, qui était un petit peu la surprise. On l'attendait plutôt chez des franchises contenders pour le titre. Finalement, il arrive à Chicago avec voilà ce trio déjà en place, Lonzo Ball, Zach LaVine, Nikola Vucevic. Et donc ça fait trois énormes créateurs, plus Zach LaVine qui continue de progresser sur le domaine. Et donc les Bulls, qui étaient une franchise en difficulté sur le sujet, deviennent une franchise qui a énormément d'options. À cela, on peut ajouter le départ de Mark Allen qui était plus vraiment en odeur de sainteté chez les Bulls, et puis qui voilà, n'était pas à la hauteur de son potentiel, et en plus coûtait énormément défensivement. On sait que c'était peut-être une des raisons aussi de l'échec des Bulls après la trade deadline. C'est la paire Markkanen-Vucevic était assez dysfonctionnelle et assez intenable défensivement parlant. Tu l'as dit, un roster quasiment remis à zéro. Des 8 joueurs qui jouaient le plus de minutes la saison passée, 5 sont partis. Lavine et Kobe White demeurent, ce sont les deux seuls qui demeurent vraiment des saisons précédentes. Ça fait beaucoup de changements, des changements qui vont quand même dans le sens, alors qui vont vraiment, je pense, changer le profil de l'équipe, et on va le voir, mais qui vont dans le sens de manque potentiel autour de Lavine, autour de Kobe White, et autour de cette identité qui a commencé à se mettre en place. Donc tu parlais de Lonzo, de Caruso, de DeMar DeRozan. Comment, en termes de playmaking, ces trois-là peuvent apporter différemment? C'est vraiment trois styles chacun différents. Est-ce que tu peux un petit peu développer par rapport à ça? Et puis je te poserai peut-être des questions par rapport à leurs limites à chacun. Ok. Alors, je pense que la force effectivement de ce roster, c'est qu'ils ont fait venir des meneurs qui sont effectivement à l'origine d'excellents playmakers, plus des Rosanne, mais qu'en prime, ce sont tous des joueurs qui peuvent évoluer sans ballon. Particulièrement Lonzo Ball, Alex Caruso, qui sont devenus de très bons catch and shooters. Et donc ça permet en fait d'avoir une équipe où, on peut rêver d'une sorte de motion offense où tout le monde a une bonne vision de jeu, heu, où ça circule énormément sans le ballon et où les joueurs arrivent à finalement alterner les prises de balles. On peut imaginer qu'en transition, Lonzo Ball sera très utilisé. On peut imaginer que sur demi-terrain, la balle va plutôt revenir à DeMar DeRozan et Zach LaVine qui sont, dans le cas de DeMar DeRozan, une vraie force de création et très, très propre balle en main. Ce qui était d'ailleurs un autre des problèmes qu'on n'a pas abordé des Bulls, c'était les pertes de balles à foison. C'était une des pires équipes de la ligue, dans le domaine. Et puis voilà, toujours Zach 3e créateur, plutôt que d'être, voilà, ce premier créateur qui arrive un petit peu, carbonisé en fin de match.
Donc, on a énormément de création et puis on ajoute Caruso. Caruso qui a eu une carrière un peu particulière parce qu'on l'a vu être, certaines saisons un créateur, certaines saisons plutôt un joueur de catch and shoot en 2e, 3 créateur selon les besoins des Lakers. Donc, on a vraiment plein d'options qui peuvent à la fois, se contenter de ne pas avoir la balle comme, tout simplement, voilà, de venir, faire du pick and roll, faire du dribble and off, se faire plaisir. Ouais, totalement, je pense que tu l'as bien dit. C'est vrai qu'en réalité, avoir autant de playmakers sert avant tout à fluidifier l'offense et avoir un jeu collectif de plus haut niveau. C'est vrai que parce que en soi, individuellement, Lonzo, on peut quand même critiquer ses limitations sur jeu placé et sur jeu statique plus que jeu placé encore. C'est pas un meneur en fait qui va débloquer à lui seul en fait toute la création. Il est bien meilleur dans un jeu en mouvement où il va pouvoir distribuer et fluidifier l'attaque de l'équipe. C'est moins lui qui va faire les différences pour potentiellement attirer la défense et ensuite kicker à l'extérieur ou créer ce genre de décalage par lui-même. Caruso, je pense qu'on peut le considérer comme un second playmaker, mais difficilement une première option dans ce domaine. Et enfin, DeMar DeRozan a quand même cette... alors il y a encore le lien. Et on vous met cette vidéo sur le playmaking de DeRozan, a un intérêt autre, en ce cas supplémentaire dans ce jeu offensif que son playmaking, mais qui va avec, c'est son aimantation, je pense, dans la zone de mi-distance. On dit beaucoup de DeRozan que c'est un problème pour le spacing d'une équipe parce qu'effectivement, il a tendance à énormément jouer dans la zone intermédiaire et bouder le 3 points où il est moins bon, même s'il se trouve un petit capable, on va dire, en catch and shoot, mais c'est clairement pas sa force. Il joue beaucoup dans un jeu intermédiaire à des pourcentages plus que corrects, ce qui fait de lui une option viable offensivement malgré ce jeu un peu à contre-courant. Mais ce qui est intéressant encore plus, et ce qui sera, je pense, intéressant pour les Bulls par rapport à ça, c'est qu'il a tendance à aimanter très vite les défenses, vous le voyez là à l'écran, attirer la prise à deux pour pouvoir derrière trouver la personne ouverte, le joueur ouvert, et ça on l'a beaucoup vu notamment avec les Spurs où il s'est pas mal transformé à ce niveau-là et a pu trouver un rôle plus valuable en pouvant distribuer. C'est aussi, et tu l'évoques dans ton article, intéressant par rapport au spacing des Bulls, qui finalement ont des shooters plus que potables. Alors Zach LaVine en tête, bien évidemment, avec un très gros volume et l'arme du pull-up, mais c'est également le cas de Lonzo, qui a travaillé chez les Pelicans sur son shoot, et notamment en catch and shoot, c'est devenu une menace correcte, voire plus. Tu t'évoques un petit peu aussi le cas de Patrick Williams, qui lui a un problème de volume, mais pourrait être intéressant aussi dans ce rôle-là. Alors qu'on salue Palmal qui rentre dans le 5 et qui nous follow. Bienvenue à toi. Bref, un spacing qui, malgré DeRozan, et en plus un très bon stretch 5 en la personne de Nikola Vucevic, un spacing qui devrait donc être assuré du côté des Bulls, dis-moi si je me trompe. Je pense que... Ah oui, non, je pense qu'effectivement, quand certaines personnes ont pris peur en voyant le roster de Chicago, c'est peut-être parce qu'ils sont restés sur, tu sais, des idées de ce qu'étaient les joueurs il y a quelques années. Ouais, ouais, Par exemple, quand je vois le volume de shoot et les pourcentages de Lonzo Ball à 3 points cette année, je pense que beaucoup de gens ont du mal à concevoir qu'en fait c'est le plus gros shooter de volume des Bulls à 3 points et ouais, qu'il a une réussite qui est supérieure à la moyenne de la ligue. C'est-à-dire il est au-dessus des 36%. ouais. Et donc Voilà. viable, largement. Et donc extrêmement viable parce qu'en Ouais. fait, effectivement, chez les Pelicans, il a développé cette partie-là du jeu, vu on le responsabilisait pas autant à la main que ce qu'il aurait pu penser. Du coup, il a vraiment pu devenir un excellent shooter à 3 points. Comme on le disait en introduction, Zach LaVine, c'est probablement le shooter le plus létal au poste d'arrière sur la saison passée. Donc là aussi, pas de problème. Et puis, on oublie peut-être, parce qu'il est arrivé à mi-saison, donc ça y est, c'est pas mi-saison passée, donc c'est un peu derrière nous. Mais Nikola Vucevic, c'est probablement un des plus gros stretch five, donc des pivots qui peuvent tirer à 3 points de la ligue, hein. On parle d'un joueur qui tire à plus de 40% pour Nikola Vucevic et qui sait vivre en fait sur la ligne à 3 points et donc faire le travail. Ouais, c'est d'ailleurs... Patrick Williams, ouais, pardon. Non, non, vas-y, vas-y.
Oui, clairement. et puis Patrick Williams, voilà, c'est un joueur, en fait, pour le coup, c'est pas un shooter. En fait, le problème de Patrick Williams, c'est pas que c'est un mauvais shooter, parce que c'est un bon shooter, c'est juste qu'il prend pas assez de volume. On a vu en Summer League, et on a vu, surtout en Summer League, qu'on a plus vu après, qu'il avait envie justement de développer cette partie-là de son jeu, de prendre des responsabilités offensives. Il l'a aussi annoncé, donc le but, c'est juste qu'il refuse pas les tirs ouverts. Et avec quelqu'un comme DeRozan, effectivement, qui sait vivre dans l'entre-deux, qui sait trouver ses coéquipiers, des tirs ouverts à 3 points, vu les joueurs qui est à côté, il va en avoir, il va en avoir. Donc vraiment pas inquiet pour cette équipe, sachant qu'en général, l'identité d'une équipe se joue souvent sur les 5-6 plus grosses rotations, et que même sur le banc, Kobe White, Alex Caruso sont aussi de très bons shooters, donc vraiment je suis pas inquiet du tout pour cette partie-là. Quand même vachement hypant ce projet. Clairement une équipe League Pass pour ma part, et c'est là où le FO Régal nous dit Smile. Beaucoup de commentaires également dans le chat par rapport à Vooch, Lavin, Cam, qui nous dit que Lavin et Vooch n'ont jamais pu s'entraîner ensemble entre Covid et blessures, alors que leur pick and roll semble compliqué à défense. Pick and roll, pick and pop, régalade pour Smile. C'est vrai que c'est une équipe qui s'annonce un petit peu champagne en attaque. Et je vous partageais un petit peu plus haut dans le chat un article intéressant sur ce qu'on a pu entreapercevoir en pré-saison. Et c'est vrai qu'il y avait une crainte pour moi dans cette équipe, c'était de faire potentiellement de DeMar DeRozan, même si on a parlé de ses qualités de playmaking, d'en faire le playmaking principal dans une attaque plus statique, qui dès lors aurait été dépendant du joueur et aurait dû faire avec ses défauts défensifs, on va y revenir. Mais finalement, on voit que il y a trop de joueurs de qualité offensivement à côté, et ça crée vraiment une offense un petit peu free flow, avec énormément de possibilités de screen à tout va pour libérer chacun l'un après l'autre différents playmakers qui vont pouvoir redécaler le ballon avec derrière une première assist, etc. C'est vraiment très intéressant. Je vous conseille cet article. Il y a quelques vidéos. Il y a une partie sur l'offense qui est vraiment extrêmement intéressante. Et une partie sur la défense, puisque c'est là la problématique réellement des Bulls. Alors, c'était une équipe qui était plutôt défensive les saisons passées. Ça ne leur a pas forcément réussi, puisqu'ils n'ont jamais réellement réussi à se qualifier en playoff. Il y a un shift très clair vers l'identité offensive, vous l'avez vu avec ce dont on parlait là, et puis toutes ces arrivées qui sont clairement orientées offense. La question va peut-être être de ce côté-là du terrain, avec encore une fois un petit peu comme les Pels, Jérémy, peut-être, est-ce que tu vois qui tu vois en termes de personnel défensif pour cette équipe réellement, pour pouvoir maintenir un niveau décent et ne pas être une équipe juste champagne qui subirait en fait défensivement et qui du coup perdrait des matchs à cause de ce côté-là du terrain. Ouais. Alors, déjà, la première chose, c'est vrai que c'est que pour moi, l'identité défensive d'une équipe, elle se joue vraiment sur les plus grosses rotations de l'équipe. C'est-à-dire que c'est difficile, par exemple, si le 5 de départ est mauvais en défense, d'avoir une bonne défense. Donc, je pense que ça va déjà passer par de la défense collective. On sait que dans le 5, on va dire, un très gros défenseur qui est Lonzo Ball et qui est vraiment un défenseur très positif pour une équipe. On a Patrick Williams qui a un potentiel défensif, même si ce n'était pas vraiment vérifié sur sa première saison. C'est-à-dire qu'on voit qu'il fait les efforts, il est très bon sur l'homme, mais collectivement, l'impact est moindre. Et ensuite, on attend du banc d'avoir effectivement des joueurs qui vont venir donner un petit peu de dureté. Alors, on peut penser à Caruso, hein, très bon défenseur, qu'il a prouvé maintes saisons aux Lakers, et notamment sur les 2 saisons de championship qu'il a eu avec LeBron et Anthony Davis. Javonte Green est un bon profil défensif. On peut potentiellement imaginer que Derrick Jones Jr., qui était bon dans le collectif de Miami en défense, peut éventuellement gratter des minutes. Et puis après, voilà, en allant chercher un petit peu plus loin, peut-être que des Alice Johnson, peut-être que des Tony Bradley peuvent apporter un petit plus. Mais on est d'accord pour dire que, enfin en tout cas, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il n'y a pas énormément de très gros défenseurs dans cette équipe et que donc il va falloir compter sur l'énergie collective et donc sur l'engagement collectif, mais que ce qu'on voit sur la pré-saison, alors c'est la pré-saison, hein, on en connaît les limites, notamment le fait que, si une équipe joue à fond et pas les autres, bah, ça vraiment ça donne une cote énorme à ce groupe. Mais sur ce qu'on voit sur la pré-saison, on semble que le message de défendre ensemble, il a l'air très clair et pour le moment, on le ressent, donc c'est vrai que ça peut permettre pour un fan des Bulls d'être assez enthousiaste au moment de démarrer la saison. On le ressent, et puis ça va permettre en fait de donner, alors encore une fois c'est de la pré-saison, mais
C'est bien aussi des fois de se hyper avec la pré-saison, ça fait pas de mal. Ça me permet de partager cette petite ensemble de tweets, ce triptyque de tweets où on montre qui montre un petit peu justement ces efforts défensifs de la part du collectif. Il y a des choses intéressantes. Une des choses intéressantes, c'est ce système de switch all qui est permis par le fait qu'il y ait des joueurs très athlétiques aussi, qui peuvent donc du coup avoir une bonne mobilité et rester devant leurs joueurs. Ça suffira peut-être contre certaines équipes. On sait aussi que notamment en pré-saison, ils n'ont pas eu une adversité exceptionnelle. Moi, le problème, c'est dans cet aspect où je suis assez fervent défenseur de dire que quand vraiment l'équipe a la volonté de travailler ensemble, ça peut être viable plus que ce qu'on ne croit parfois. Il y a quand même un joueur, c'est DeMar DeRozan là-dedans, qui n'a jamais été bon de ce côté-là du terrain, qui malgré tout, je pense, malgré ses velléités défensives qui pourraient être présentes cette saison, pose un problème, je pense, de structurel à ce niveau-là. Comment tu vois potentiellement les Bulls réguler son impact négatif de ce côté-là du terrain? Est-ce qu'il y a une place pour lui en leader de second unit avec des joueurs comme Caruso qui viendraient peut-être complémenter dans le 5 C'est vrai que là, sur ces 3 tweets, on voit alors soit un small ball avec vraiment tout le monde de décalé et donc un arrière ailier ajouté dans le 5. Ça peut être Caruso, ça peut être également... comment il s'appelle, Green, Javonte Green, qui a montré des choses intéressantes, vous le verrez dans ces tweets-là. Est-ce que il n'y a pas beaucoup de two-way players dans ce roster? Est-ce que c'est possible de faire cet ajustement avec des DeMar DeRozan qui passeraient peut-être plus de temps dans la seconde unit et gérer en fait cette alternance-là? Ou est-ce que tu vois d'autres choses potentielles? Est-ce que c'est viable en termes de profil et de statut de mettre DeRozan sur le banc? Alors, je crois pas. C'est un peu comme sur les Pelicans, avec Valanciunas, je crois pas que DeMar DeRozan soit un joueur qui va sortir du banc. Par contre, une fois que les rotations se mettent en place, effectivement, j'ai tendance à imaginer que on puisse voir Lavine et Lonzo Ball sortir et puis DeRozan rester par exemple sur le terrain avec la seconde unit. Ça me semble beaucoup plus envisageable, notamment parce que DeMar DeRozan, un peu à la manière de certaines stars héliocentriques comme Luka Doncic, euh, comme James Harden, il a ce côté joueur qui peut tout faire. Il peut être la principale option en tant que créateur pour autrui, il peut être un créateur pour lui-même qui est excellent, hein. Il est vraiment dans les hautes marches de la ligue à ce niveau-là. Et du coup, ça serait intéressant parce qu'on pourrait l'entourer de profils plus défensifs comme Javonte Green, comme Alex Caruso, comme peut-être Tony Bradley, qui reste quand même intéressant. Euh, et donc, essayer de profiter du plancher offensif qu'il apporte euh, pour compenser sa défense, qui est par contre, quand on regarde notamment tous les ratings, qui est depuis plusieurs années absolument désastreuse. Donc, je Ouais. pense qu'il peut faire mieux quand même, hein. Il peut faire mieux, mais il restera toujours négatif de ce point de vue-là. On espère pour cette équipe des Donc, Bulls, en tout cas, ça va sans doute conditionner certaines choses de ce côté-là du terrain. Beaucoup de commentaires dans le chat, il y a pas mal de possibilités sur le poste 4 en jouant peut-être un peu plus small ball, alors en regardant Vucevic en 5 bien évidemment, mais peut-être Patrick Williams qui sortirait du banc, c'était Smile qui nous dirait ça, qui a plus potentiellement ce profil-là pour lui, et Basket Catéchisme, Hugo qu'on salue encore une fois bien évidemment, big up à la MIF. Derrick Jones Jr. a vraiment une carte à jouer pour moi dans cet effectif, c'est un bon liant s'il évite les fautes et reste en bonne santé. Ça peut être aussi un ailier décalé sur le poste 4 qui pourrait apporter cette capacité de mobilité, de switch all et ses capacités athlétiques pour la défense. Il y a peut-être des ajustements, voilà, comme tu disais Jérémy, peut-être pas pour totalement enlever Desmar du 5, mais pouvoir l'entourer de manière à ce que son aspect négatif de ce côté-là du terrain soit un petit peu limité. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette équipe du point de vue défensif? On a fait un petit peu le tour, ça va être une interrogation malgré tout, à voir les ajustements qui sont faits par Billy Donovan, qui est un coach
très défensif, qui a un niveau défensif plutôt bon depuis qu'il est dans la ligue. Il a rarement, si ce n'est jamais, alors c'est à vérifier parce que je n'ai pas eu le temps de regarder, mais il me semble qu'il n'a jamais été en dessous du top 15 défensif de la ligue. Donc ça peut être intéressant, il peut trouver des choses intéressantes à faire. Alors que Tom vient doucher les espoirs d'Hugo en disant que Derrick Jones Jr. n'a jamais rien fait hors du hit. Les mecs qui quittent Miami, c'est un mauvais plan. Et c'est peut-être l'aspect négatif de la culture du hit tant prôné par Hugo qui backlash du coup sur son argument. On verra, ça peut être intéressant de voir comment Derrick Jones Jr. du coup s'intercale dans ces Bulls-là. Pour finir, peut-être, Jérémy, sur cette équipe des Bulls, puisqu'il faut bien finir sur cette équipe des Bulls, même je sais que tu pourrais en parler encore des heures, mais malgré tout, il y a quand même quelque chose à dire sur l'orientation globale de cette équipe qui a choisi de parier gros cette intersaison pour accrocher les playoffs, peut-être au détriment de ce qu'elle pourra y faire arriver dans la post-saison. C'est-à-dire qu'il y a quand même des plafonds qui se dessinent. On en parlait avec DeMar DeRozan, on en parlait avec ce côté défensif en question. Est-ce qu'ils peuvent espérer grand-chose en playoff selon toi? Alors, il y a plusieurs questions. Déjà, effectivement, ils ont laissé tomber la notion de moyen-long terme pour une notion beaucoup plus court-termiste. Je pense que de toute façon, ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix parce que Wendell Carter Jr. n'a jamais été ce qu'il promettait d'être, parce que Lauri Markkanen, j'en parle même pas. C'est-à-dire que le joueur qu'il était en première saison est peut-être aussi fort ou plus fort que ce qu'il est actuellement. Parce que le pari Chris Dunn s'est avéré lui aussi criblé de blessures et n'a pas pu évoluer. Et donc, de fait, l'effectif a été obligé de bouger autour de Zach LaVine, qui lui s'est avéré peut-être encore plus fort que ce qui était attendu. Conséquence, on a construit autour de Zach LaVine avec une mentalité win now. Je pense que l'arrivée d'un Vucevic de 30 ans et l'arrivée d'un DeMar DeRozan de 32 ans, bientôt 33, c'est sûr que voilà, il y a une notion de win now. En playoff, je pense qu'il faut attendre de voir ce que va donner l'équipe, notamment défensivement cette saison. Offensivement, j'ai l'impression que il y a trop d'options pour que ça ne fonctionne pas. Donc voilà, il y a cette idée. Est-ce que cette équipe va être bonne en saison régulière? On va le découvrir. Si c'est le cas, elle aura toutes les armes pour être peut-être pas dans les contenders en playoff, mais pour être une équipe qui peut jouer au moins le second tour avec beaucoup de talent. Mais effectivement, ils ont un petit peu tué le projet plus long terme. Ils ont abandonné des choix de draft. Ils ont parié sur des joueurs âgés. Même si l'effectif n'est pas encore terminé, on approche quand même d'une forme quasi finale où il n'y a plus énormément d'assets à lâcher pour améliorer ton roster. Il y a aussi peut-être, Oui, pardon. il y a peut-être aussi, on en parlait en off, cette volonté de voir en Zach LaVine vraiment le joueur de cette équipe et le potentiel joueur de cette équipe à plus long terme et lui offrir un petit peu de compétitivité. Il n'a jamais joué les playoffs, Zach LaVine. Ça doit potentiellement lui peser. On sait que sa prolongation est en vue ces prochaines années, ces années à venir. Il fallait peut-être aussi assurer de ce côté-là pour s'assurer la prolongation de Zach chez ces Bulls. Je sais que Hugo, ça fait 2 jours qu'il me bassine avec Zach LaVine aux Raptors. Je pense que les Bulls n'ont pas du tout, c'est pas du tout dans leur plan de laisser filer à Zach LaVine. Et je pense que ça peut faire partie aussi de ça, de vouloir le sécuriser, quitte à jouer le court terme là et peut-être après se retourner à un moment. Alors c'est compliqué, je sais. Mais autre chose que je voulais apporter dans ce débat, et parce qu'on aime bien finir, vous l'avez vu avec ces previews, sur voilà, ces questionnements de construction d'équipe, court terme, moyen terme, long terme, et ce genre de considérations. Les Bulls, ça fait longtemps qu'ils perdent, quoi. Et il y a un moment, en fait, alors bien sûr que la ligue est très polarisée, ou en tout cas, on a l'impression que la ligue se polarise vraiment des deux côtés en mode win now, titre tout de suite, ou reconstruction, raser tout et prendre la draft, prendre les potentiels. Tous les potentiels à la draft vont pas être disponibles. Enfin, ça arrivera que pour certaines équipes qui auront une partie chance. Ça peut être aussi intéressant de monter des groupes compétitifs, même s'ils jouent le milieu de tableau, le milieu haut de tableau.
ils peuvent surprendre aussi de par leur système, de par leur cohésion d'équipe et ce genre de choses. Et c'est quand même, je pense, et je pense que les fans des Bulls ne me contrediront pas, je pense que c'est agréable aussi à un moment de vouloir gagner et d'être un petit peu dans un état d'esprit compétitif. Et Karnisovas, en tout cas, donne l'impression et je pense que c'est plus que donne l'impression, s'inscrit vraiment dans cette vision-là. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais dire sur ces Bulls avant qu'on passe aux Pacers et qu'on puisse peut-être inviter Cam? Ouais, non, mais alors, oui, je vois qu'il y a des débats dans le chat, notamment sur le statut de Demar DeRozan. Toute la complexité, je pense, par rapport à ce que dit Hugo de Basket Catechim, c'était que tu prends pas un joueur avec le statut de Demar DeRozan qui gagne 90 millions sur 3 ans, qui est quand même considéré comme un multi-All-Star en NBA, pour lui dire dès sa première saison, tu vas basculer en tant que sixième homme. Je pense qu'effectivement, il y a énormément de choses autour du fait de le faire évoluer avec le banc, mais je pense que c'est pas possible à court terme de l'imaginer comme un sixième homme. D'autant que certains joueurs qui sont mis en avant pour l'entourer ne sont pas idéales. C'est vrai que, voilà, par exemple, les produits de joueurs qui viennent du 8, généralement, on les retrouve pas au même niveau en dehors. Donc compliqué vraiment de construire toute sa stratégie sur où tu vas mettre Demar DeRozan. Je pense qu'il sera titulaire. C'est quasiment assuré. Et dernière chose, est-ce qu'on peut virer Mountain Cam du chat, s'il vous plaît? Ouais. Je suis harcelé depuis tout à l'heure. Tu Camille, tu m'as gonflé. je n'ai je n'ai pas voulu y répondre, mais effectivement, Camille va pouvoir être viré du chat. On va le ban chat pour qu'il puisse venir dans le Discord parler des Pacers. Donc n'hésite pas, Cam, quand tu peux, à venir dans le Discord pour passer à la suite, pour passer aux Pacers. Alors que ça parle pas mal de Derrick Jones Jr. Et de sa saison dernière pour argumenter de son niveau de jeu. Hugo qui est très... bah voilà, Hugo qui il a pu approuver son allégeance au hit. Qui donc croit encore à Derrick Jones Jr. Tom qui est beaucoup plus nuancé, c'est le cas de le dire. La... Mirabelle appelle Églantine. Oh là là. Mirabelle appelle Églantine. Alors d'accord, alors éloigne-toi pardon de ton micro Cam, parce que sinon ça va pas être possible. On va passer, je pense on va s'arrêter là-dessus pour les Bulls. On va pouvoir passer aux Pacers. Ouais, voilà, un dernier mot peut-être pour les Bulls, Jérémy. Et on passe à la suite. Je te laisse quand même cette, comment dire, cette Ouais, chance-là, ok. puisque je sais que tu aimes beaucoup la franchise. Voilà, je te laisse clôturer cette preview. Non, mais alors, allez, si on va clôturer sur une chose, je pense que ça va être une des équipes à suivre cette saison. Que ça marche ou pas, enfin, l'effectif a tout pour être fun. Il est extrêmement intriguant. Euh, il y avait les Hornets depuis 1 ou 2 ans qui faisaient partie de ces équipes League Pass. Je l'ai vu que ça a été d'ailleurs écrit dans le chat aussi, parfois par Smile. Les Bulls, voilà, ça va être une des équipes League Pass de la saison, si ce n'est l'équipe League Pass pour la 2021-2022.